Il confronte l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Karim Abric et Rémi Villemure. Ouais, valeurs communes plutôt qu'hérédité, immigration. On va en parler avec François Fournier parce que moi, ça ne me convainc pas vraiment cette sortie de Justin Trudeau. Quoique, bonjour François. Salut Rémi, salut Karim. Le passage sur la capacité d'intégration, c'est quand même spécial. J'aurais jamais pensé que Justin Trudeau dise une chose pareille, là. Ben oui, on sent qu'il y a comme un espèce de virage. En fait, c'est un peu un point en commun que tous les politiciens ont, c'est qu'un coup qu'ils sont plus en politique, en fait, ils prétendent avoir les solutions pour réparer les systèmes qui ont eux-mêmes brisé. Donc, c'est quand même assez culotté, je trouve, pour la plupart d'entre eux, de se permettre ça. Il me semble que après, avec le bilan qu'on a au Canada en matière migratoire, il y aurait plutôt, je pense, intérêt à se cacher par rapport à ça. Là. Je pense qu'il n'y a pas de leçon à donner à personne. Et là, il change tranquillement son discours sans que ce soit trop... mais pour nous livrer, en fait, des platitudes. Parce que je rappellerai une chose, c'est que les valeurs partagées, comment sont-elles transmises, ces valeurs-là? Elles sont transmises par l'héritage, donc de génération en génération. Donc, s'il n'y a pas de population qui est là pour transmettre ces valeurs, comment est-ce qu'on fait pour les avoir, ces valeurs communes-là? Donc, par définition, si on dit que la nationalité ou l'identité repose sur des valeurs partagées, elle repose donc aussi sur un héritage, une transmission, un peuple historique qui est là. Les valeurs, c'est pas quelque chose qui est comme... la manière dont M. Trudeau parle, c'est comme si ces valeurs-là, elles descendent du ciel, elles ont comme été révélées dans une espèce de livre sur la diversité. Mais en réalité, les valeurs qui sont partagées par les Québécois, les Canadiens, les gens qui vivent sur le territoire, c'est parce qu'elles ont été transmises de père en fils, de mère en fille, et c'est comme ça que ça se transmet, les valeurs. Ça se transmet pas par le gouvernement ou par des petits dépliants qu'on remet aux gens pour leur expliquer c'est quoi les valeurs. D'ailleurs, très bon point aussi que vous avez soulevé, quelles sont-elles, ces dites valeurs-là? Parce que moi, j'ai l'impression que le problème qu'on a en ce moment, c'est que, comme plusieurs pays occidentaux, c'est que nos pays sont attirants d'un point de vue matériel, mais pas d'un point de vue civilisationnel ou de valeur. Donc, c'est un peu vrai ce qu'il dit d'une certaine manière, dans le sens que à une certaine époque, il y avait l'idée, par exemple, d'être grec dans l'Antiquité. Ben, il y avait des Grecs qui venaient d'Égypte. Donc, ils partaient de l'Égypte, ils allaient en Grèce parce qu'ils étaient attirés par les valeurs d'Athènes, la civilisation grecque. Mais aujourd'hui, est-ce que des gens viennent ici parce qu'ils sont attirés par nos idéaux civilisationnels? Moi, je pense qu'ils sont attirés par le bien-être matériel. Et c'est pour ça qu'il y a un clash après. C'est que oui, il fait bon vivre ici, là. Il fait bon vivre, il y a une certaine sécurité, il y a un très grand confort matériel, il y a des salaires qui sont quand même intéressants, il y a peu de gens relativement par rapport à leur pays d'origine qui sont au seuil de l'extrême pauvreté. Donc, c'est sûr que nos pays sont attirants d'un point de vue matériel, mais est-ce qu'ils le sont d'un point de vue spirituel ou d'idées ou de valeurs? Ça, c'est une autre question auquel je pense que la réponse est plutôt non, là. Mm-hmm. Non, mais complètement. Mais à ce moment-là, on va dans quelle proposition par rapport à ça? Parce que c'est comme si c'était une fatalité aussi dans le discours de Justin Trudeau. Il dit, on va aller, on est à l'époque finalement où est-ce qu'il y a des flux migratoires, puis c'est comme si on pouvait plus rien faire par rapport à ça. Mais c'est pas une fatalité, François, ça. C'est une idéologie aussi. Ben effectivement, la fatalité, c'est qu'il y aura toujours des mouvements migratoires, effectivement, mais c'est pas une fatalité de savoir quelle quantité qu'on accepte et sous quel motif aussi. Là. Ça, je pense que s'il y a des traités internationaux à renégocier, d'ailleurs, c'est très drôle parce que pendant des semaines et des mois, on nous disait non, c'est impossible. Par exemple, Roxham, on a signé des ententes, puis à un moment donné, ils ont décidé de le fermer. Bon, OK, fait que semble-t-il, les ententes sont disparues ou je sais pas trop, là. Donc, en réalité, c'est... Puis pendant la pandémie aussi, là, je vous rappellerai qu'on pouvait rien stopper, mais comme par hasard, du jour au lendemain, on a fermé les frontières. Même les citoyens avaient de la misère à rentrer dans leur propre pays. Donc, on voit en fait que tout dépend de la volonté politique. Et moi, je pense qu'il y a une sérieuse conversation à avoir. D'ailleurs, on s'en était parlé il y a quelques semaines, quelques jours. Même les immigrants au Canada trouvent qu'il y a trop d'immigration. Fait que rendu là, je veux dire, on peut se mettre la tête dans le sable, ce qui est un de nos bons sports nationaux, mais je pense qu'on devrait adresser cette question-là avant que des gens moins fréquentables l'adressent à notre place. Là. Parce que c'est un peu ça l'histoire de la montée de ce qu'on appelle le populisme aussi dans le monde, c'est qu'on tait des questions. Aux États-Unis, ils ont vécu ça. Les républicains, les démocrates n'ont pas voulu parler d'immigration pendant des années. Puis à un moment donné, il y a un monsieur avec les cheveux jaunes orange qui arrive, qui décide qu'il en parle. Ouais, Justin Trudeau, c'est un vrai petit malhonnête, là, parce qu'il va dire, par exemple, pendant la COVID, on a peut-être accueilli trop de monde, la capacité d'intégration, c'est important. Et là, il ajoute plus tard dans l'entrevue,
Integration is not exclusion. Donc là, c'est sûr que lui, parce que ça vient de lui, il peut parler de capacité d'intégration, il peut parler de peut-être accueillir moins de gens, mais mieux les accueillir. Mais dès que des gens, il y a 10 ans, disaient la même chose, disaient, écoutez, je veux dire, c'est quand même, je pense que le nombre a peut-être un mot à dire là-dedans, il mettrait dans la catégorie exclusion. Donc, il y a juste lui qui est capable de comprendre le gros bon sens. Un vrai petit malhonnête, il n'y a personne qui s'ennuie de lui. Parle-nous du 1er juillet, parce qu'on parle beaucoup du Québec, de comment on pourrait faire mieux les choses, mais il y a d'autres sociétés dans le monde qui font face à ce même problème-là, hein, la crise du logement. Ben oui, mais c'est un truc qui revient tout le temps. Puis je suis content quand même que, je pense que c'est Mario Dumont qui a fait une chronique là-dessus aujourd'hui pour rappeler que le logement social, c'est quelque chose qui a comme une belle réputation, là, mais à quelque part, ça pose aussi d'énormes problèmes. Puis je trouve qu'on évacue trop souvent cette question-là parce qu'on ramène dans l'actualité à tout bout de champ. Parce que là, c'est le maire de New York va imposer un gel des loyers. Il est donc gentil, ce nouveau maire-là, qui est plutôt... on dit Democratic Socialist aux États-Unis, donc plutôt socialiste ou social-démocrate, si on veut être vraiment gentil et poli avec lui, là. Mais moi, ça me fait rire parce que lorsqu'on regarde la littérature là-dessus qui est publiée dans toutes sortes de journaux spécialisés, là, j'en consultais juste avant qu'on commence, notamment dans un magazine qui s'appelle la Revue internationale des politiques sur le logement. Donc, c'est toutes sortes d'experts qui se positionnent là-dessus. Ils ont fait une étude notamment sur 16 pays dans le monde qui ont adopté des politiques de contrôle des loyers comme ce qu'on veut faire à New York. Donc, en gros, tu as deux manières d'essayer d'attaquer ce problème-là, selon certains, c'est de faire des logements sociaux ou de geler les loyers pour que les propriétaires puissent plus augmenter les prix. Ben, les conclusions sont sans équivoque. L'effet négatif est, dans le fond, on dit ces réglementations restrictives sur le marché du logement ont un impact négatif sur la construction neuve et l'investissement résidentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on met des politiques comme ça de restrictions sur les prix au logement ou de gel des loyers, ça amène à quoi? Ça amène une dégradation du parc immobilier, puisque qu'est-ce que font les entrepreneurs? Ils disent, ben, si je peux plus augmenter les prix, je vais juste négliger l'entretien. En fait, je vais couper mes coûts là-dessus. C'est pour ça que dans les endroits où il y a des gels des loyers dans le monde, il y a des bâtiments qui sont vétus, qui deviennent des taudis, et c'est ça qui est un problème important. Puis moi, je trouve qu'il faut le souligner parce que on n'arrête pas de nous dire désormais, nous, c'est la science, il faut écouter ce que la science dit. Ben, je peux vous dire une chose, si vous regardez dans les revues spécialisées ce qu'on dit sur le contrôle des loyers et les logements sociaux, là, il y a pas mal un genre de consensus à dire que c'est pas des très bonnes solutions, là. Et François, on va parler aussi, là, retour sur la fusillade dans Côte-des-Neiges. On va reparler de ça. Il y a la tête du chef du Parti vert du Québec. Tu dis qu'elle est réclamée, là, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de critiques. Il avait fait une sortie sur l'action d'une des policières, en fait, qui est intervenue lors de cette fusillade-là. Ça n'a pas plu, ça a fait énormément réagir. Puis il y a du monde là, qui aimerait qu'il soit complètement sorti de l'arène politique, là. Ouais, c'est Nicolas Saint-Pierre dans le Journal de Québec qui rappelle ça. En fait, il y a même une pétition qui est lancée pour avoir sa démission et c'est vraiment pas la première fois qu'il se met les pieds dans les plats, Monsieur Tyrell ou Tyrell, je sais pas comment il faut prononcer, je pense qu'il est anglophone à la base, donc ça doit être Tyrell, ouais. Donc, c'est pas la première fois où il se met en porte-à-faux avec des gens avec des jugements sans jugement, j'ai envie de dire, là. Donc, très rapidement, il a fait une publication où il s'en prenait au travail des policiers. Et moi, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, oh là, il va s'attirer des ennuis parce que, tu sais, c'est un sujet, extrêmement sensible. 2, c'est manquer de respect envers les agents des forces de l'ordre qui risquent, je rappelle que ces gens-là risquent leur vie dans leur travail. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui risquent leur vie lorsqu'ils travaillent, là. Il y en a quelques-uns, les pompiers, les policiers, les médecins, les infirmières, il y en a qui risquent leur vie là, d'une certaine manière, là. Puis je pense qu'il faut avoir un respect pour ces gens-là parce qu'ils font un travail qui est difficile, qui justement peut leur causer des blessures et même la mort. Puis d'aller s'attaquer comme ça à une policière là, en disant elle aurait pas dû faire ça, elle a commis une erreur de jugement. Écoutez, il y aura des enquêtes pour ça, là, puis on laissera les enquêtes, l'enquête policière, s'il y a à avoir, se dérouler. Mais là, je pense que c'est comme un peu la goutte qui fait déborder le vase. J'ai vu qu'il s'était attaqué à Mitch Garber à un moment donné. Après ça, il se pognait avec tout le monde, en fait, le chef du Parti vert. Et je pense que c'est peut-être sa manière d'exister parce que, comme tous les partis maintenant ont des plateformes écologistes, ça devient très difficile d'être un parti uniquement centré là-dessus, là, au Québec, là. Et à mon avis, il y a comme un petit problème là, dans l'attitude de ce monsieur-là, là. Je veux dire, en tout cas,
Tapez Alex Tyrell sur Google Images, là, vous allez voir, c'est pas un tough guy, là, parce qu'il se prend pour un gars qui aurait agi différemment. Lui, il aurait peut-être fait ça de la bonne façon, comme ça. Là. Il faut vraiment se prendre pour quelque chose qui n'est pas pantoute. C'est ça, il a dit qu'il s'agit d'une erreur majeure de la part de cette policière commise sous le stress qui a coûté la vie à une personne. Si elle était demeurée concentrée sur le tireur, elle n'aurait pas confondu celui-ci avec un simple passant. Mais tu sais, François, je vais t'entendre là-dessus, parce que souvent à gauche, en fait même à l'extrême gauche, il y a un discours quand même très anti-police où on va quand même tout de suite mettre le blâme sur la police. Puis comme tu dis, il y aura une enquête là, qui va faire la lumière. Mais au-delà de ça, il y a quand même ce discours-là anti-police là, qu'on peut entendre. Ben oui, c'est tout le paradoxe, en fait, de leur discours. C'est l'idée, justement, de dire qu'il faut défendre la police. Donc, il faut définancer la police. Elle doit être désignée comme ennemie à peu près à chaque fois qu'on peut le faire. Par contre, lorsqu'il y a une tragédie, elle doit être là, elle doit être fonctionnelle, elle doit être très efficace, là. Ben là, il y a un petit problème. Là. Soit on respecte les forces de l'ordre, on leur donne du financement adéquat et on les supporte aussi dans leurs actions, soit on le fait pas. Mais on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Là. Si vous voulez définancer la police et leur donner des fusils à eau au lieu des armes, ce genre de choses-là, c'est des choses qu'on a entendues, là, que les policiers devraient être même désarmés dans des villes comme Los Angeles. C'est des thématiques qui ont été mises de l'avant. Mais écoutez, là, vous allez en avoir aussi d'autres drames. Puis c'est pas je veux dire, vous allez vous retrouver avec toutes sortes de problèmes. Très bien dit. Merci beaucoup, François Fournier. À demain. Merci, à demain. Bye bye.